Bonjour et bienvenue à tous aux experts. On se retrouve comme toutes les semaines pendant 1h30. On va passer en revue les événements de la semaine. Alors, on va parler de tristes anniversaires, bien sûr, d'agréables anniversaires quand même, mais aussi de fresques murales, qui était un peu l'info de la semaine. Nous accueillerons 2 invités politiques et 4 experts. Je vais vous les présenter d'ailleurs. Journaliste indépendant à la pointe du combat des libertés démocratiques, Mehmet Koksal, bonjour. Bonjour, merci Jean-Jacques. Une belle présentation. Très bien, très flatteur. Vous allez voir les autres. Elle est à la pointe des modes et des tendances. Elle a son blog lifestyle Lady Baz. Salma Awash, bonjour. Bonjour, c'est pas mal non plus. Il est à la pointe de la réflexion intellectuelle. L'auteur et journaliste Michel Goede, bonjour. Bonjour. Il pointe et quelquefois il tire. Il est chroniqueur et blogueur. Bonjour Marcel Sell. Bonjour et merci pour toutes ces présentations qui sont vraiment très bien. Alors commençons donc par un débat peut-être un peu plus léger. Est-ce de l'art ? Est-ce du cochon? En tout cas, c'était sur nos murs, à Saint-Gilles, à Bruxelles. Et elles sont allées voir Elisabeth Groutars et Manon Hugui. Ce n'est pas l'architecture des bâtiments qui intéresse ces passants, mais bien une fresque gigantesque représentant un pénis géant. Depuis jeudi, elle surplombe l'avenue du Parc à Saint-Gilles et crée la surprise. Certains ne l'avaient pas encore remarqué. Est-ce que vous avez déjà vu le symbole qui est là, la fresque? Ah non, pas encore, pourtant j'habite tout près. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, non? Un beau petit animal, c'est joli. Et tous y vont de leurs commentaires. Je trouve que ça donne un petit air d'humour pour la ville, parce que ça manque un peu dans la ville de Bruxelles, et ça ne me dérange pas, je trouve ça amusant. Et ça décore un mur qui était vieillot et qui est plus beau comme ça que les vieilles briques. Non, il ne faut pas enlever. Moi, ça me fait plutôt rire qu'autre chose, quoi. Pour moi, avec tous les enfants et tout ça, oui, pour moi, il faut l'enlever. Enlever, oui, si le propriétaire porte plainte, mais comment? Pour la commune, impossible de régler cette question. Cet artiste a fait quelque chose d'osé à 2 titres. D'abord le sujet, et puis aussi le fait de faire ça en une seule nuit, sans échafaudage, etc. On ne sait pas comment il a fait. Mais donc on peut difficilement risquer la vie de nos ouvriers. Donc, Quoi, parce que vous n'avez pas le matériel nécessaire? Nous n'avons pas le matériel. Nous avons 3 équipes de nettoyage des tags, mais qui sont à hauteur d'homme. Mais Saint-Gilles n'est pas la seule commune à voir apparaître une fresque de ce genre. À Bruxelles-Ville aussi, la semaine dernière, un artiste a exercé son art sur la façade d'un immeuble. Et il y a dans nos musées beaucoup de tableaux de nus dans nos musées. Mais c'est une question que nous nous poserons ensemble au collège. Je ne prends pas position ici. Ensemble au collège, nous en discuterons. Reste qu'aucune de ces fresques n'est pour le moment revendiquée et que si elles doivent être nettoyées, il faudrait un certain temps pour retrouver un mur vierge. Ceci dit, jeudi, oui, un mur vierge. Ceci dit, jeudi, les collèges ont décidé, du côté de Saint-Gilles, suite à la demande du propriétaire, ce sera effacé. Le zizi de Saint-Gilles sera effacé, tandis que du côté de la pénétration de Bruxelles, le collège a décidé de ne pas décider. Ils ne feront rien puisque le propriétaire, dans ce cas, n'a rien demandé. Mehmet Koksal, votre vision. Jean-Jacques, ma vision, elle est assez relative parce que d'abord, il faut savoir si ça choque et quelle est la perception des enfants dedans. Donc, on peut même intituler cette fresque « Ceci n'est pas une bite » à l'image de Magritte parce qu'il n'est pas dit que d'abord, c'est l'image de, et de 2, il n'est pas dit que toute personne qui regarde cette image pense à ce qu'on pense, en tout cas sur ce plateau. Et en tout cas, aujourd'hui, oui, parce que tout le monde le pense. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une mécompréhension, et en tout cas sur le plan artistique, le dessin, je crois que moi, je serais en tout cas incapable de dessiner aussi bien quelque chose comme ça. Donc sur le plan artistique, je crois que c'est incontestable. Sur le plan de l'intérêt de garder ça sur l'espace public, là, il y a peut-être débat, parce qu'on a vu dans d'autres villes comme Amsterdam ou quoi, où il y avait pas des fresques, mais plutôt des monuments en hommage aux zizi, ils ont été effacés de l'espace public parce que c'est heurtant, ça choque les mœurs et les... Salma Awash. Au-delà de ce que c'est et de l'espace public, c'est vrai qu'on pose la question de l'espace public parce que ce sont des œuvres artistiques, certes, mais qu'on n'a pas commandées. Donc c'est un petit peu sauvage. C'est-à-dire, je me lève. C'est du street art. C'est du street art, mais il y a quelque part, je pense, une réglementation pour ça. Quand on va voir de l'art, qu'il soit à portée potentiellement pornographique ou pas, on va dans un musée, on va dans une expo, c'est un acte volontaire, on sait à quoi on s'expose. Là, pour l'espace public, c'est quelque chose qui a été imposé et pas vraiment pensé. Donc, Je vois dans les yeux rieurs de Michel Goede qu'il n'est pas d'accord. Non. Moi, je pense que les artistes sont là pour briser les tabous, élargir les frontières, pour casser les idées reçues. Donc,
Et c'est La pas, rue leur appartient. c'est pas au pouvoir public, en tout cas, de décider s'il faut les enlever ou pas. Les gens ne sont pas si choqués que ça. Il y en a une troisième dont on n'a pas parlé dans le reportage, qui est une femme en train de se caresser, qui se trouve avenue Louise. Je passe régulièrement. Oui, enfin, c'est très explicite aussi. Je passe régulièrement en tram devant cette fresque. Les gens qui sont dans le tram ne réagissent pas. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Donc je ne vois pas pourquoi on ne laisserait pas ces fresques comme on en laisse d'autres qui sont aussi sauvages, qui sont apparus et qui font partie, je dirais, de la créativité de la ville. Marcel Sel. Mais je suis un peu partagé. Moi, il y a une chose qui m'étonne, c'est que s'il y a une de ces fresques, une seule des trois d'ailleurs, qui me paraît pouvoir être qualifiée de pornographique, c'est la pénétration. Parce que là, il y a un acte sexuel. Et là, je peux comprendre que vis-à-vis d'enfants, on dise ça, c'est pas montrable. En revanche, une femme nue qui fait un peu penser d'ailleurs à l'origine du monde, ou cette chenille, parce que je suis désolé, pour moi, c'est pas un zizi ni quoi. Moi, j'ai tout de suite pensé que c'était une chenille, et j'aime penser que c'est juste une chenille. En tout cas, celle qui vous gêne, c'est la seule qui ne sera pas effacée. Ah non, mais elle ne me gêne pas. Le collège de Bruxelles a pris une très bonne décision. Je parle de... Mais c'est un peu absurde, parce que finalement, dans une ville comme Bruxelles, on aurait dû prendre une décision si on en prenait plutôt à l'inverse. Eh bien, on va voir ce qu'en disent nos invités politiques, finalement, quel est leur avis. Alors, on va accueillir nos invités Catherine Moureau et Armand De Decker. Alors on accueille donc Catherine Moureau, députée bruxelloise Parti Socialiste, leader de l'opposition à Molenbeek, et Armand De Decker, député bruxellois et maire et bourgmestre d'Uccle. On aura beaucoup de questions à vous poser pendant toute cette émission à tous les deux, mais d'abord, vous avez vu et vous avez entendu les premières réactions à propos de ce Penisgate, comme je l'appelle. Qu'en pensez-vous? Qu'auriez-vous fait, une fresque de ce type, qu'auriez-vous fait, Armand De Decker? Mais d'abord, j'aime beaucoup le street art, en général. Je me souviens, j'étais voir beaucoup de villes en Espagne, notamment, qui sont très Malaga, du street art merveilleux. Mais je ne crois pas que je tolérerais cela, c'est-à-dire que ce qui pose problème avec le sujet, c'est qu'il s'impose à tout le monde. Et donc, voilà. Mais, vous feriez effacer? Je pense, oui. Très bien. Et vous, Catherine Moureau, le jour où vous serez bourgmestre? Moi, je vais faire d'abord un tout petit détour. Moi, je suis médecin et un peu comme Mehmet Köksal, j'avais envie de réagir un peu comme lui. Je trouve que c'est excessivement bien dessiné et bien rendu. Donc ça, c'est la première chose que ça m'évoque. Puis la deuxième chose, c'est concernant le street art. Effectivement, ça me fait un peu rigoler qu'on en parle ici, parce qu'en fait, le street art, par essence même, ça n'a pas vocation à rester, en fait. Donc l'artiste, il doit être en train de jubiler de l'effet qu'il a eu sur la scène bruxelloise, parce que voilà, le fait qu'on en parle, qu'on pose la question, c'est merveilleux pour lui, et donc un coup de chapeau aussi à cet artiste. Alors qu'est-ce que je ferais? Moi, je n'aurais pas une attitude arbitraire du tout. Je pense que je ferais une consultation populaire. Je pense que c'est de l'art. Non, je pense que c'est de l'art, il faut le dire, et qu'effectivement, c'est pas évident de savoir si ça reste ou pas en dehors de toutes les précisions légales, parce qu'il y a aussi des nécessités légales. Je vais encore ajouter une petite chose. Je suis frappée de ce qu'on tolère excessivement. Quand je dis excessivement, je dis exprès à l'excès les publicités sexistes ou à caractère sexiste qui illustrent des femmes à moitié nues qui vendent du yaourt, du parfum, tout ce que vous voulez, et qui ici, c'est peut-être un peu plus loin parce que je trouve que c'est beaucoup moins souvent des hommes, monsieur. Clairement, c'est beaucoup moins souvent des hommes. Et donc, là, il faut les interdire. Je me pose. C'est ça que vous dites. Je pense que c'est étonnant que dans ce contexte, dans cette société où finalement le commerce, lui, peut tout se permettre, parce que c'est le commerce, l'art, on se pose autant de questions. Enfin, on n'a pas vu beaucoup de sexe d'hommes ou d'actes de pénétration dans des publicités, me semble-t-il. Voilà, c'est pas ce que je disais. Très bien. Marcel Sel, vous oui, quand vous dites c'est exposé au public, mais des statues nues dans les parcs sont aussi... Et quand vous organisez une expo... à entrée libre, c'est pareil. Donc, mais là, c'est une démarche volontaire. C'est pas la même chose. Aussi, on regarde les monuments de l'Antiquité grecque et romaine, il y a énormément d'hommes nus.
qui, Ou le à l'époque, ça me curieusement posait... petit d'ailleurs, monsieur. Oui, en général, vous avez remarqué oui, ça, oui, mais il y a une oui, raison oui. pour ça. Hein, Mais qui remarque ça? Qui remarque ça? Moi Moi, je l'avais remarqué aussi. On regarde que ça, d'ailleurs. Merci. Je crois qu'on va en finir là-dessus, sur ce sujet-là. Voilà, maintenant on va passer à un sujet beaucoup plus sérieux. Vous voulez encore dire quelque chose, Juste par Catherine rapport Moreau? au dernier échange, Oui. c'est que c'est quand même interpellant sur la question effectivement d'une forme de liberté d'expression, tout simplement. Donc c'est intéressant, les mœurs qui varient, et puis voilà, on tolère pas, on s'attache pas, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que les décisions ne sont pas les mêmes aussi, en plus, en fonction des communes. Donc je dis, on va passer à notre deuxième sujet beaucoup plus sérieux, celui-là. C'est le sujet 6 mois après. Bien entendu, ce triste anniversaire des attentats de Bruxelles, et les rescapés ne s'en sortent pas indemnes. On l'a vu dans plusieurs reportages, dans plusieurs médias, et notamment dans ce reportage assez bouleversant réalisé par Marie-Noël Dinan, Jennifer Fuchs et Béatrice Broutou. Un train en provenance de Paris arrive gare du Midi. Un homme en sort aidé de béquilles. Rescapé des attentats du 22 mars à l'aéroport, Walter Benjamin est debout, malgré une jambe en moins et une autre tenue par une broche. J'en ai fait une priorité en fait. Je me suis dit je dois marcher le plus vite possible. Les médecins m'avaient prédit que je ne marcherais pas avant 18 ou 24 mois et là on est à 6 mois en fait. Dans son jardin, Charles Declercq cherche à apaiser ses angoisses, toujours présentes depuis l'explosion dans le métro à Malbec. Il y a quelques jours, je passe dans une rue, on disque du métal, et l'odeur de métal, donc un souvenir olfactif de l'odeur de la bombe, de ce qu'il y avait dans la station Malbec, et ça me prend vraiment, ça c'est une angoisse de ressentir cette odeur-là. Comme si les souvenirs olfactifs étaient plus importants encore que d'autres, mais au niveau de l'estomac, je prends des anti-ulcéreux. 6 mois après les attentats de Bruxelles, Walter n'a rien oublié des cadavres autour de lui, des 20 longues semaines passées à l'hôpital. Son retour à la maison est plus difficile qu'il ne le pensait. À un moment donné, en fait, on commence à se sentir triste et on pleure. Et alors on a certaines images, il y a toujours quelqu'un en fait qui vient dans l'image en fait, voilà. Moi c'était en fait ma fille, mais ce ne sont pas les images de l'aéroport. Prêtre au service de l'unité pastorale Mézère à Schaerbeek, l'homme a pu sortir indemne de l'attentat. 6 mois plus tard, il ne se souvient pourtant toujours pas des 2 minutes de sa vie entre l'explosion dans la rame et sa sortie à l'air libre. Je n'ai plus les mêmes combats qu'auparavant. J'ai plus envie de... Il y a certaines choses, je dis, d'être passé aussi près de la mort, en fait, à quelques mètres. De dire, je relativise les choses, il y avait des combats, ça fait 30 ans que je suis prêtre, je combattais pour des choses, pour des valeurs, et je me rends compte parfois que c'est perdu d'avance. Aujourd'hui, Walter prend le train mais aussi l'avion. Un message d'espoir fort. Son seul regret, ne pas pouvoir partager cette rage de vivre avec les autres victimes, souvent redevenues des anonymes. Mes projets d'avenir, c'est la photo. Je suis partie à Paris pour aller refaire quelques clichés, bien que ce soit difficile. Il y a aussi cette envie de raconter le 22 mars, de faire des conférences, d'évoluer et de construire des projets avec des gens et surtout avec des jeunes aussi. Notre société doit apprendre à vivre autrement, avec d'autres valeurs, et ce n'est pas en excluant les gens que nous allons rendre les choses plus simples. Je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, je crois que nous ne pourrons plus jamais vivre comme auparavant. 6 mois après, Mehmet Koksal, tout a changé ou rien n'a changé? Tout a changé pour la perception surtout des habitants de Bruxelles et des Bruxellois et dans les environs, parce qu'il faut se rendre compte, donc quand on parle avec des Américains, ils disent « Que faisiez-vous le 11 septembre 2001 ?» Lorsqu'on parle avec des Bruxellois, maintenant la question c'est « Où étais-tu le 22 mars ?» Est-ce que tu étais proche de Schuman, du métro Malbec ou de l'aéroport. Donc il faut quand même relativiser par rapport au monde entier. Chacun a ses références. À Istanbul, c'était où est-ce que tu étais le week-end passé? Parce que c'est chaque week-end qu'il y a ce genre d'événement. En tout cas, ce qui est très très digne par rapport à ça, et moi je suis vraiment très très personnellement touché par ces expressions de personnes en souffrance. Et pour faire le deuil, on apprend souvent que d'abord, il y a quand même quelques satisfactions à noter. Par exemple, les principaux responsables de ce qui s'est passé sont soit morts, soit derrière les barreaux. Donc ça, c'est quand même
un élément positif dans tout ça. 2, c'est que les choses se sont remises en place. Je parle de la mobilité, en tout cas le rétablissement, la réouverture de l'aéroport et de Malbec. Et donc, il y a un semblant de vie donc normal qui s'est remis en marche. Mais évidemment, la vie ne sera plus jamais la même pour ces personnes qui devront se reconstruire, évidemment, quoi. Armand de Decker, pour vous, ces 6 mois ont tout changé? C'est un avant, un après? C'est d'habitude ce qu'on dit. Je crois que c'est certain. Je crois que quand une grande ville est frappée par un attentat de cette ampleur ou des attentats de cette ampleur, il y a un traumatisme de non seulement les victimes, des proches des victimes, mais aussi de la société dans son ensemble. Et d'autre part, ça a aussi beaucoup changé pour les responsables politiques, parce que nous sommes maintenant tout le temps obsédés par la sécurité, le nez dans le guidon à vérifier pour maintenir la vie la plus normale possible pour les citoyens, pour maintenir les manifestations culturelles, sportives et autres, de veiller, et folkloriques aussi. J'avais la foire de Saint-Job l'autre jour chez moi à Uccle. Il est évident que ça m'a posé des problèmes importants de sécurité. C'est-à-dire qu'après Nice, par exemple, il y avait 5 rues d'accès à la place Saint-Job. J'ai fait placer 5 camions en travers des 5 entrées de la place. Donc on doit penser à des milliers de choses. Et donc ça change vraiment le fonctionnement d'une ville. Est-ce que vous avez pensé à annuler certains événements? À Forêt, on annule une braderie qui devait avoir lieu le week-end prochain. À Louvain-la-Neuve, on a annulé les 24 heures. Oui, on y pense parfois. Jusqu'à présent, je n'ai pas annulé encore de manifestation, mais j'ai veillé à la sécuriser à l'extrême, à fouiller les sacs, etc. Et vous, Catherine Moreau, vous avez entendu obsédée par la sécurité. J'ai vu que vous tiquiez. Oui, là, j'ai tiqué. Oui, mais la sécurité, elle est dans la bouche de tous. Mais permettez-moi peut-être d'abord de revenir, parce que je trouve que le témoignage qu'on a vu était extrêmement émouvant et important. Sur le devenir des victimes. 6 mois après, il ne faut pas oublier que les premières victimes, ce sont les victimes. Parce qu'on se sent tous victimes, le monde politique doit réagir, mais les premières victimes sont les victimes et les proches des victimes. Et moi, j'ai eu l'occasion, il y a 10 jours, de rencontrer une victime et une proche de victime. Et puis, régulièrement, j'ai l'occasion aussi de suivre un petit peu le travail qu'un groupe sur Facebook dédié à l'aide aux victimes effectue. Ces personnes, elles sont à une étape de leur vie tout à fait différente 6 mois après, de juste avant et juste après. Elles sont à un moment de leur vie où elles ont déjà réussi ou pas à mettre cet événement dans leur parcours de vie. Et elles ont soit déjà très bien dépassé, on va dire, et une grande résilience par rapport aux attentats et des décisions qui ont été prises et des discours. Et quand Walter Benjamin dit « j'ai envie de donner des conférences », parce qu'il sait déjà ce qu'il va dire. C'est pas juste pour s'exhiber ou juste pour continuer dans ce trauma, c'est parce qu'il a des choses à dire. Donc il y en a qui ont déjà ça et il y en a qui n'ont pas encore ça. Et donc moi je pense qu'il y a encore un devoir de la société, de chacun d'entre nous, et certainement à Bruxelles, où chacun nous connaît de près ou de loin une victime, d'être auprès d'eux, d'être à l'écoute et d'avoir ce travail de solidarité assez fort. Pour prolonger ce que vous dites, dans le reportage, il y avait effectivement une victime comme Walter Benjamin et une autre personne qui n'est pas victime directe, qui en fait était témoin des événements et qui n'a pas été blessée et qui se sent à la limite encore plus coupable. Donc sa blessure à cette personne est aussi très importante. Mais il est blessé, je crois. Il est traumatisé psychologiquement. C'est ça que j'allais dire. C'est pas une blessure directe. En réalité, il existe un état qui est maintenant codifié par tous les médecins, qui est l'état de stress post-traumatique, et très certainement ce prêtre que nous avons vu vit encore un stress post-traumatique. Et alors, ce qui est remarquable dans son témoignage, il l'explique vraiment très bien, c'est que finalement, c'est avant tout des choses extrêmement physiques qui se sont produites et qui lui rappellent, qui le ramènent à la scène. Ce sont des choses très fortes, ce sont des choses évidemment sur lesquelles il faut un travail extrêmement long pour pouvoir acquérir cette résilience dont je parlais. Mais ce qui est également, si vous me permettez de terminer là-dessus, sur les victimes, très, très intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui s'affirme, j'ai envie de dire de plus en plus, mais qui était déjà présent le lendemain des attentats. C'est que quand vous écoutez ces victimes, je n'ai encore entendu aucune de ces victimes qui a des paroles de haine. Et ça, c'est extrêmement, pour moi, c'est extrêmement marquant. Et ça doit nous guider, on doit entendre ça. Ce n'est pas rien.
Ce sont des gens qui ont eu vraiment un événement de vie extraordinaire, très destructeur. Et les proches, c'est pareil. Et ils sont tous, ceux qui sont vivants, probablement, essentiellement parce qu'ils sont vivants, dans un discours qui est un discours de construction, qui est un discours de non-division, qui est un discours de main tendue. Ça, je pense qu'on doit l'entendre et c'est très important. Ça doit inspirer la société. Je ne pense pas que ce soit des mains tendues vers les djihadistes et les terroristes. C'est pas ce dont je parle. Je crois que... C'est pas ce dont je parle. Oui, mais voilà, la nuance est très difficile. Je crois que ces victimes, c'est vrai, en général, elles sont à la limite plus tolérantes quelque part. Leur souffrance... Plus ouverte, ça. Les rend plus sensibles les fait relativiser. au combat, oui, les fait relativiser. Mais ceci dit, ça ne doit pas empêcher la société de prendre toutes les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité des citoyens, pour que ça ne se reproduise pas. Et je voudrais saluer le travail formidable, parce que la presse et les Belges en général, nous sommes facilement autocritiques. Plus que les Français. Les Français s'autocritiquent plus rarement quand même. Très autocritique. Un petit peu, d'accord. Mais on a beaucoup critiqué les forces de l'ordre, les services de renseignement, etc. après les attentats, je trouve, et très très vite après. Et je trouvais ça très dérangeant, parce que faut se rendre compte qu'avant qu'un drame se passe vraiment sur son propre terrain, les services ne se mobilisent pas au même niveau, mais font un travail régulier. Et les services de renseignement belges ont empêché des attentats en Espagne, en Angleterre et ailleurs, par du travail qui a été fait ici. Salma Ouach, vous vouliez ajouter quelque chose? Alors, il y a d'abord effectivement la crainte, on vit encore dans la crainte que ça pourrait encore arriver. On le voit avec les arrestations qu'il y a, on en parlera un petit peu plus tard, et tout le plan de sécurité qu'il y a autour. Donc on sait que ça n'est pas parti, et c'est vrai que ça devient dans notre quotidien. Et il y a aussi le fait que ça a touché en fait des symboles de notre quotidien, des symboles forts. L'aéroport, le métro qui est emprunté tous les jours par beaucoup de personnes, mais on parlera de mobilité ensuite, mais il y a des études qui ont été menées par la STIB, qui prouvent que les femmes et les enfants surréagissent encore en prenant le métro. Il y a des catégories de population qui n'osent pas, qui ne veulent pas. Alors il y a déjà tout un comment on va dire, un dossier de harcèlement, etc., et d'insécurité, mais à cette insécurité-là, il faut ajouter cet aspect émotionnel. Et ils travaillent dessus, mais je pense que c'est pas encore réglé. Donc ça, c'est vrai pour le métro, mais c'est vrai pour l'aéroport aussi. Pour l'aéroport aussi, tout à fait. Et on voit que les gens, la première fois qu'ils retournent à l'aéroport, après les attentats, on poste une photo, ont une pensée, un tweet, parce qu'ils pensent que c'est... Il y a aussi un élément intéressant, c'est qu'on a créé un statut de victime d'État, d'attentat, identique au statut de victime de guerre. Et le ministre de la Justice, cette semaine, a dit qu'il y avait déjà eu pas mal d'argent qui a été versé au pot de ce statut. C'était important de faire cela, Armand de Decker, d'avoir ce statut. Il faut aider ces personnes à s'en sortir. Et comme de toute façon leur propre vie est marquée définitivement et que ça aura des conséquences en fonction de leur âge, sur leur métier, sur la façon d'exercer leur métier, etc., il faut penser à ça. Et puis penser à la résilience de ces personnes. Et, vous étiez d'accord. On était d'accord là-dessus. Oui. Bien sûr. Catherine Moreau, Yann Yambon, ministre de l'Intérieur, parle d'un pays plus sûr 6 mois plus tard. Est-ce que le pays est plus sûr aujourd'hui? Mais moi, ce qui m'a marqué dans la déclaration d'Yann Yambon, si vous le permettez, c'est une autre phrase. C'est sur le fait d'avoir renforcé la cohésion dans notre pays. Et ça, malheureusement, je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Et c'est à ça que je faisais allusion quand je disais il faut écouter les victimes et entendre la main tendue. C'est évidemment pas vis-à-vis des terroristes et vis-à-vis des djihadistes. Mais c'est par contre dans la compréhension de ce qu'est notre société, qui est une société complexe, qui est une société multiculturelle, où il y a une grande richesse dans ce multiculturel, où c'est difficile aussi. Et je pense qu'on se rend compte avec les attentats, avec plus ou moins d'acuité selon notre sensibilité, de la difficulté qu'il y a à vivre cette société-là. Donc moi, ce qui m'a marqué, c'est ça, parce que je ne pense pas que la cohésion ait été renforcée, et je pense au contraire qu'on a des grands défis de cohésion, et notamment on le voit avec un glissement vers un racisme de plus en plus débridé, et je pense par exemple à ce qui s'est passé à la Chambre il y a une semaine. Je crois que ce sont des choses qu'on n'aurait pas vues, et qu'on peut se permettre aujourd'hui, que certains élus se permettent, qui sont très très graves. Et
moi personnellement, j'ai été de ceux qui ont demandé la démission de M. Van Liesen, parce que je pense que ce qu'il a posé comme geste est excessivement grave pour le signal donné à l'opinion publique de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on ne peut pas faire en termes de racisme aujourd'hui. On va passer à notre thème suivant, qui n'est pas très éloigné, puisqu'on va parler des mesures qui ont été prises, le fameux plan Canal. Cette semaine, je recevais la bourgmestre de Molenbeek, Françoise Kepmans, dans l'interview, et je lui ai demandé quel était, d'après elle, l'élément le plus positif de ce premier bilan du plan Canal. Le plan Canal a pour objectif d'abord de lutter contre le terrorisme. Et nous savons qu'à Molenbeek, il y a un lien étroit entre terrorisme et délinquance. Et donc c'est vraiment avoir lutté contre les deals, contre la drogue, contre les faux papiers, contre l'économie illégale, contre les marchands de sommeil. C'est vraiment ces actions-là qui me semblent prioritaires, qui me semblent les plus importantes dans le cadre des résultats du plan Canal. Alors, on a commencé à faire le ménage à Molenbeek, Marcel Sel. Oui, c'est amusant parce que c'est Yann Yambon qui avait parlé de faire le ménage, alors je l'imaginais avec son petit balai. Alors, le plan Canal a des bons côtés, des moins bons côtés. Le bon côté, c'est, on le voit à Molenbeek, on a aujourd'hui 42 policiers qui sont supplémentaires qui sont donnés à la bourgmestre. Ça a permis, ça a contribué à ce qu'on puisse visiter 5073 habitations, ce qui est considérable. Alors, 589 personnes ont été radiées des registres de la population, etc. Et surtout, 450 ASBL contrôlés, dont 91 sont aujourd'hui suspectés de faits de blanchiment, de drogue et de terrorisme. Mais là, j'ai demandé à Françoise Kepmans, elle n'a pas pu me dire quelle était la proportion. Mais ce qu'il y a de clair, c'est que tout ce qui est trafic de drogue, tout ce qui est milieu, on va dire, de petit banditisme, est directement lié à l'évolution, en tout cas dans la zone pauvre de Bruxelles, le croissant pauvre. Donc ça, c'est l'aspect positif. Vers le terrorisme. Donc ça, c'est très positif. Après, ce que je ne comprends pas, c'est les disputes qu'il y a entre Hans Bondt, qui mélange un peu tout. Qui dit par exemple que s'il y a un problème avec la sécurité à Bruxelles, c'est parce qu'il y a 6 zones de police. Moi, je suis pour l'unification des zones de police, mais je trouve que c'est pas le moment de mettre, c'est pas la bonne occasion de mélanger tous ces débats. Et puis d'autre part, Yvan Mayer qui dit que le plan en réalité n'existe pas et qu'il n'est pas efficace. Donc voilà, il y a à boire et à manger. On ne peut pas. C'est pas toujours qui a tort, qui a raison, mais une chose est sûre, c'est qu'on a fait avancer la sécurité à Molenbeek. Alors, est-ce qu'on a fait avancer la sécurité à Molenbeek, Catherine? Moi, je trouve personnellement qu'il est un peu tôt pour se prononcer. Il y a 73 arrestations pour trafic de drogue. Oui, mais le problème, Monsieur Sel, c'est de comparer avec les chiffres habituels, et on les a pas. Voilà, le seul dossier pour lequel on a ces chiffres habituels, si vous vous souvenez dans le même article, c'est la question des radiations. Et la moyenne qui est citée dans l'article est de, je crois, 410 ou 400 quelque chose, entre 400 et 450. Le chiffre que vous avez cité, 569. Voilà. Et donc 589. 589. En réalité... Mais là, c'est sur un an et l'autre, c'est sur une période de quelques mois. Voilà. C'est ça, c'est juste, sauf que, bémol, il faut savoir comment les radiations se travaillent. Ce sont des conseils, des collèges qui gèrent tout d'un coup, parfois sans radiation, en fonction de si c'est un mois plus tôt, un mois plus tard, vous voyez, votre chiffre est différent. Donc je relativise un tout petit peu. Il est certain que vous avez cité le chiffre de 42, je pense que c'est 30 policiers aujourd'hui qui sont en activité de manière 42 d'après Françoise Kepmans. 44 supplémentaires qui sont réellement sur le terrain. Aux informations... C'est possible, qui sont réellement sur le terrain. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, en fait, il y en avait 49 qui avaient débarqué, parce que Mme Kepmans fait face au même problème que M. Mayer dénonce, à savoir, en réalité, ils partent. Ils ne restent pas, ils sont là dans des affectations provisoires. Et ça, pour moi, au niveau, si on analyse le côté sécuritaire des choses, le problème principal de ce plan, c'est qu'il n'est pas pérenne. Mais c'est pas mieux que rien d'avoir déjà... Certainement. Donc ça, c'est ce que je veux dire. C'est mieux que rien, ça c'est certain. Mais c'est trop tôt pour non, je pense que c'est un peu tôt pour tirer des conclusions. Et je pense que les chiffres qu'on a eus, j'aurais voulu avoir les moyennes sur l'année. Et par exemple, le chiffre des visites domiciliaires, je pense que c'est un chiffre assez normal dans une commune de 95 000 habitants, qui est la commune qui connaît le plus haut taux de déménagement à Bruxelles.
Bruxelles. Donc je crois qu'il faut relativiser les chiffres. Quand même 15 à 20% de la population. Ah, tout à fait. Tout à fait, mais le taux de déménagement à Molenbeek est excessivement élevé. C'est le taux le plus élevé de toutes les communes. Ça, vous pouvez le vérifier. Voilà, je voudrais juste encore dire une chose. Pour moi, le problème principal du plan Canal, en dehors du fait qu'il a voulu d'abord concerner Molenbeek, parce que Molenbeek était finalement pointé du doigt, et qu'il s'est ensuite élargi aux autres communes, raison pour laquelle les autres communes réclament aujourd'hui leur dû et ont moins, entre guillemets. Mais donc, pour moi, le gros problème du plan Canal sur Molenbeek, et j'avais déjà eu l'occasion de le dire à la presse il y a quelques mois, ce n'est pas qu'il existe, parce que c'est intéressant, et vous avez raison, ça apporte des bénéfices. Le problème, c'est tout ce qui n'est pas réalisé. Donc moi, j'avais dit il faut un plan Canal socio-économique. Je continue de penser qu'il faut des volets prévention et socio-économique. Et les élus CDH et écolos de la majorité à Molenbeek ne disent pas autre chose. Ils disent de Françoise Kepmans, elle communique, elle nous énerve, on n'a pas de travail sur ces volets-là. Et ça, c'est regrettable. C'est un signe pour les prochaines élections communales ? Je ne sais pas, mais moi je ne donnerais pas une cote très élevée à ce qui s'est passé jusqu'ici avec le plan Canal à cause de ce manque à gagner. Alors Armand de Decker, votre vision à la fois de collègue de Françoise Kepmans, mais aussi de bourgmestre. Je voudrais d'abord rendre hommage à Françoise Kepmans et à son courage, parce que mener ce genre de politique, je crois que dans les 20 années précédentes, on n'avait jamais contrôlé 5000 logements et la composition des familles, etc. Mais je voudrais aussi saluer le plan Canal, parce que, indiscutablement, avoir les effectifs de police supplémentaires, les effectifs à la Sûreté de l'État supplémentaires, les effectifs de magistrats supplémentaires du côté du procureur fédéral et le personnel qui doit les entourer, tout ça va évidemment donner de résultats importants. Quant aux critiques qui viennent de Flandre, avec ce bourgmestre de Vilvoorde qui a évidemment des objectifs politiques qui n'ont rien à voir avec la sécurité, il devrait savoir que la région belge où la criminalité est dans la plus grande chute, c'est à Bruxelles. Dans ma commune, par exemple, j'ai des chutes de criminalité de 40% dans certains domaines en 3 ans de temps. Quel domaine ? Tous les vols, sac-jacking disparu, tous les vols, la violence, tout est en chute vertigineuse. Mais ce que je voudrais ajouter... Et qu'est-ce qui explique ça, en fait, excusez-moi ? Est-ce que vous avez plus de policiers que les autres C'est-à-dire que je pense que l'effet du climat d'insécurité dû au terrorisme entraîne une présence policière plus grande, des patrouilles permanentes. Moi, je crois que j'ai proportionnellement le plus grand nombre d'établissements scolaires de Bruxelles. Et donc, il faut surveiller en permanence ces écoles, ce qui implique une multiplication des patrouilles de police qui circulent tout le temps. Et ça a évidemment un effet dissuasif, etc. Mais un autre aspect, c'est pour ça que je ne suis pas tellement convaincu des arguments de Catherine Moureau sur cet aspect-là, c'est que quand je vois, puisque maintenant les bourgmestres, nous recevons les noms de la Sûreté de l'État et du procureur fédéral, des personnages liés au terrorisme qui sont partis en Syrie, qui sont revenus, ou qui veulent aller en Syrie, ou qui se radicalisent pour le moment. Et en général, ça n'a aucun lien avec le niveau social de la famille. Aucun. Et ça, je trouve, c'est un constat. Je ne veux pas en tirer des conclusions. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes économiques à Bruxelles et qu'il y a un taux de chômage des jeunes qui est beaucoup trop élevé. Et si on veut régler ça, il faudrait peut-être aussi corriger l'enseignement en amont. Peut-être qu'on n'aurait pas ce taux de jeunes mal formés sur le marché du travail. C'est un autre domaine. Mais voilà, je crois que... Mehmet Koksal, pour conclure. Non, mais une petite précision. Vous voulez dire qu'il y a des gosses de riches qui sont aussi tentés par le djihadisme, et donc il ne faut pas mettre tout sur le dos. Il ne faut pas faire la liaison systématique. Sûrement pas. Ouais. Et alors, il y a d'autres phénomènes, et c'est celui qui m'inquiète le plus pour le moment, c'est le fait que ce sont des jeunes de plus en plus jeunes qui se radicalisent. Donc, ils ne sont pas en âge d'aller travailler. Ils ont 12, 13, 14 ans. Et qui se radicalisent. Même dans des familles où d'autres membres de la famille sont allés en Syrie, sont revenus dégoûtés, écœurés, monstrueusement blessés et marqués.
eh bien, des frères ou sœurs de ces personnes-là parfois se radicalisent encore. Psychologiquement, c'est très intéressant et ça prouve combien c'est complexe. Alors 20 secondes pour conclure pour Catherine Moreau, Oui. et puis on passe au sujet suivant. Je pense que c'est la question de savoir comment on se radicalise, une question sur laquelle il y a eu une infinité d'écrits déjà depuis les Charlie Hebdo et les attentats de Paris en particulier. On n'a pas fini, on ne va pas faire le débat ici, mais je crois qu'il y a un élément auquel on n'accorde jamais assez d'importance, c'est une question de conflit de génération. Je pense qu'on est à un moment où il y a un conflit de génération et un tournant dans la façon dont se marquent les conflits de génération qui est très important et qui explique une partie des constats qu'on a pu formuler jusqu'ici. Merci, c'était intéressant comme débat et comme échange. On va passer à un autre thème, certainement qui sera aussi conflictuel. C'était la manif de la semaine. Plus de 9000 personnes réunies pour dire du mal des traités transatlantiques TTIP et CETA. Portrait de militants convaincus avec Elisabeth Groutard et Anaïs Le Tiex. Ils sont une trentaine à avoir passé la nuit au rond-point Schuman. Mais qui sont ces manifestants anti-TTIP? Parmi eux, nous avons rencontré 2 étudiants, Quentin et Lola. Je m'appelle Quentin, je suis étudiant en agronomie à Oui. C'est pas dans ce seussens-là que l'agronomie doit aller maintenant et l'agriculture doit essayer de se tourner vers quelque chose de plus soutenable, de plus respectueux de l'environnement parce qu'il y a un gaspillage de ressources de pétrole, etc. dans l'agriculture actuelle qui convient pas et là on va vers du pire en fait. Moi c'est Lola, je suis étudiante en communication et journalisme à l'ISFSC, j'ai 19 ans. Je suis sortie un peu de ce cadre scolaire et j'ai commencé à rencontrer d'autres gens, j'ai commencé à découvrir d'autres formes de pensée vis-à-vis de l'Europe. Je me suis rendu compte que l'Union européenne ne voulait pas toujours notre bien. Et en tant que futur journaliste, j'espère, j'aimerais bien réussir à trouver un moyen de mettre en avant les vrais arguments et avoir un discours construit dans la diffusion de l'information. Contre ce traité de libre-échange également, Nicolas et Sarah, 2 employés de Bruxelles. Je m'appelle Nicolas, j'ai 29 ans, je suis éducateur en maison de repos ici sur Bruxelles. J'ai peur pour la qualité des maisons de repos en général. Quand il y a des restrictions, ça touche principalement d'abord les secteurs, tout ce qui est social, tout ce qui est l'enseignement, et culturel, avant de toucher les autres secteurs, mais ça touchera indéniablement tous secteurs confondus. Je m'appelle Sarah, je suis prof de néerlandais, j'ai des enfants aussi. J'ai même déjà un élève qui m'a suivi un soir à une nuit debout. Il y a des liens qui passent, mais c'est plus de manière informelle, pas devant la classe, devant tout le monde. Je n'essaye pas de dire aux gens « venez tous », mais voilà. Ça se passe à niveau humain, oui. Et c'est justement pour défendre les valeurs humaines que Francis, 48 ans et père de 3 enfants, a démissionné de son emploi de consultant. J'ai laissé tomber mon travail habituel, ma maison, ma voiture, et maintenant je vis chez ma maman. Quand je regardais mes enfants, je leur disais tous les soirs « je t'aime ». Et je me suis vu dans la situation où j'étais tête baissée en train de dire « bon écoute, je sais pas où on va, mais tu vas devoir te débrouiller tout seul, vous allez devoir vous débrouiller pour le climat, je sais pas, pour l'économie, je sais pas, pour votre emploi, je sais pas ». Qu'ils soient employés ou étudiants, qu'ils consacrent un peu ou beaucoup de leur temps à ce combat, tous espèrent que le premier traité transatlantique CETA ne sera pas approuvé demain par les ministres européens. Alors Michel Gueude, un combat anti-TTIP avec des militants dont on a vu le portrait. Oui, ça me fait peur, si je puis dire, parce que je pense que dans la mondialisation, cet accord est absolument indispensable. Alors après, si c'est des manifestations pour obtenir un bon accord, c'est évidemment une très bonne chose. Si c'est pour empêcher l'accord, je pense que c'est une gauche qui se tire une balle dans le pied. On en a besoin pour le développement de l'économie, de la croissance, on en a besoin pour l'emploi. Les socialistes européens, les parlementaires européens ont une position qui me paraît très raisonnable. C'est oui à la négociation, oui pour un accord, mais avec des préoccupations, bien entendu, environnementales et sociales importantes qui doivent être défendues par les négociateurs européens. Mais abandonner le projet me paraît une catastrophe pour l'Europe. Marcel Sel ? Il y a relativement peu de chances que le TTIP passe, étant donné les résistances de l'Europe et les résistances des Américains qui ont l'air impossibles à oui, le unifier. protectionnisme Mais je pense que le CETA, par incroyables. contre, mais je pense qu'on associe le TTIP et le CETA, donc l'accord avec le Canada, qui lui a un profil beaucoup plus, qui devrait être beaucoup plus facilement supportable. Même Maître Coxal, et puis après on écoute les invités politiques. Très brièvement, je ne crois pas que ce sont l'attitude des gouvernements ou des partis politiques qui changent le climat. C'est surtout les élections
en Europe et aux États-Unis qui influencent beaucoup la prise de position et les manifestants. Et on sent bien, en fait, moi j'ai remarqué que la Commission était quand même très mal prise. Elle a bien soutenu ces négociations, mais on voit bien qu'en Allemagne, le numéro 2, donc M. Sigmar, a dit que c'était déjà foutu. On a vu que, par exemple, aux États-Unis, les deux candidats, donc Clinton et Trump, se sont prononcés contre ces accords. Donc, c'est plutôt ça qui va changer. À mon avis, on attend l'après-élection pour voir où on va vraiment avec ces accords. Est-ce qu'il n'y a pas un souci de communication Oui, mais justement, Armand de Decker, vous qui êtes favorable à ce traité, à ces négociations, est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication parce qu'on entend peu souvent des gens favorables? D'abord, ça fait 35 ans que je suis au Parlement. C'est la plus grande campagne de désinformation que j'ai suivie et vue et dont j'ai été témoin. Je n'ai jamais vu une désinformation aussi gigantesque. Sur quoi, par exemple? D'abord, quand on parle du TTIP, personne ne sait de quoi on parle puisque le traité n'existe pas. Il est en négociation. Oui, mais il y a pas des extraits. Oui, mais bon, voilà. Quant au CETA, ce traité qui va d'ailleurs passer, le CETA va passer, parce que vous citiez M. Gabriel, vice-chancelier allemand, qui est contre le TTIP, il est tout à fait favorable au CETA. Et donc la France et l'Allemagne, les deux moteurs de l'Europe, veulent le CETA. Et donc il y aura le CETA, bien entendu. Et je considère... Est-ce que vous pouvez... Excusez-moi, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Moi, chose qui est intéressante, c'est vous nous disiez où est cette désinformation-là. Quels sont les points de désinformation? On dit des exemples réguliers, c'est de dire... on va même jusque dans les conseils communaux interpeller les collèges en disant ça va porter atteinte à l'autonomie des communes. C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. C'est vraiment pour faire peur. Et pour le reste, c'est évidemment comme si les négociateurs... D'abord, qui a voulu... Bien sûr que Catherine aura la parole après moi. Qui a voulu, évidemment... C'est très gentil de votre part de la lui donner. Non, mais elle lève la main comme s'il était au Parlement. Non, mais je lui donnerai bien sûr. Et pourquoi désinformer? Non, je voudrais dire... Oui. Qui a voulu ces traités? Les gouvernements européens et le gouvernement américain. Donc c'est le gouvernement belge, sous Elio Di Rupo, qui a donné mandat pour entrer dans la négociation du TTIP. Le CETA, des années avant, c'était pas Di Rupo, c'était le terme, je crois. Bon. Deuxièmement, considérer que c'est une catastrophe à ce stade-ci, c'est donc considérer que tous les négociateurs européens sont des pantoufles totalement incompétents qui vont évidemment brader tous les intérêts de l'Europe. Bon, la commissaire au commerce est venue au Parlement bruxellois, nous étions là tous les deux. Elle est venue aussi nous rappeler que tous les domaines auxquels on ne touchera pas, en domaine de sécurité alimentaire, la grande frayeur des poulets qu'on allait... Les poulets aux hormones, les poulets à l'eau de Javel. À l'eau de Javel, ce sera non? Mais évidemment que ce sera non, puisque ce n'est pas permis par nous, ça ne sera évidemment jamais dans l'accord. Donc c'est de la désinformation systématique pour créer. Et pourquoi c'était comme ça? Vous l'avez dit, c'est un combat qui a lieu parce qu'il y a des élections en France, des élections en Allemagne qui arrivent, des élections aux États-Unis au passage, et que la gauche européenne veut, avec des nuances internes, vous l'avez dit, dans la famille socialiste, parce que les parlementaires socialistes européens sont beaucoup plus responsables que les nationaux, et je voudrais dire, par exemple, quand le Parlement wallon a voté le rejet du CETA, il va devoir revoir sa copie, parce que c'est se tirer dans le pied, comme vous l'avez dit, d'une manière invraisemblable, c'est aller contre les intérêts des citoyens. L'Europe a besoin de croissance économique, parce que sans croissance économique, il n'y a pas d'aide sociale possible. On ne peut pas maintenir tous les régimes sociaux très, très généreux que nous avons en Europe et auxquels nous tenons. Donc il faut que la croissance revienne, et il est évident que le libre-échange, c'est ça, par exemple, tout le message européen. Le marché commun, c'était quoi? C'était un traité de libre-échange. L'Union européenne est née d'un traité de libre-échange entre les pays nationaux. C'est le même principe. Il ne nous restera pas 25 minutes pour laisser la parole à Catherine Moreau. Alors, est-ce que vous désinformez, Catherine Moreau? Mais je voudrais poser la question à ceux qui sont autour de la table. Qui a lu le CETA? Alors, qui a lu le CETA?
Bon, personne, je crois que ça c'est clair. Non, Voilà. moi je l'ai parcouru, Oui. je ne peux pas dire que j'ai lu toutes les pages, mais je l'ai parcouru. moi, je l'ai parcouru. Et donc, Alors, voilà. vite. Mais il y a une série des critiques que je porte, parce que j'ai été à la base des textes en communauté française et au Parlement francophone bruxellois, qui a permis d'étendre le front de ceux qui demandent un respect strict des normes environnementales et sociales à Bruxelles. Donc isoler le Parlement wallon comme ça, c'est très faux et très dangereux. Le Parlement wallon a été suivi du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Parlement francophone bruxellois et puis du Parlement à Bruxelles, où avec des partis de la même majorité que celle qui a validé le CETA au niveau européen. Exactement. Alors ça, je veux. Excusez-moi, Et avec des nuances. Est-ce qu'on peut laisser Catherine Moreau répondre? Je voudrais juste signaler qu'une série de choses, depuis, on l'a signalé, qui se souvient de le terme. Bien sûr, voilà, on est bien informé, on s'en souvient. Mais le mandat CETA, négocié il y a 10 ans, combien d'années, Monsieur Sell, combien d'années eh bien, il porte ses fruits aujourd'hui, et aujourd'hui, on a le texte. Alors, si on veut continuer à dire, oui, à l'époque, vous avez voté, bah oui, à l'époque, effectivement, ce mandat est passé. Et aujourd'hui, ça ne nous donne pas, ça ne nous empêche pas de nous prononcer là-dessus. Vous dites, on a ouvert la porte, mais on n'est pas responsable. Est-ce que vous pouvez juste nous dire si c'est oui ou non pour les deux traités? Croissance. Mais le CETA, est-ce que vous allez voter le CETA? Est-ce que je peux vous répondre? Mais vous pouvez juste répondre d'abord à cette question-là. La question Alors, attendez, sur la ce que je vous plus-value, propose, elle est excessivement importante. On va calmer la donne. On va juste passer un instant qui va calmer, faire un peu retomber l'ambiance, et vous répondrez juste après. Ça s'appelle l'instant Miss. Donc je vous propose, pour un peu se calmer, on va... oui, c'est l'instant des Miss Belgique. Elles étaient présentes... cette semaine au Parlement, à la Chambre, et donc ça calme un peu notre discussion. Voilà, c'était devant Herman De Croo. Voilà. Voilà. Maintenant, je crois qu'on peut arrêter avec l'instant Miss et on peut revenir à Catherine Moreau. Donc, je voudrais juste vous répondre à ma question et après vous préciser. Je voudrais vous pouvez juste dire si vous êtes pour ou contre le CETA. À votre question. Mais je veux dire d'abord deux chiffres très importants. Je veux bien répondre à vos questions. Merci. Deux chiffres très importants. Oui. La croissance tant attendue. Pour le CETA, elle a été mesurée. Ce serait hypothétiquement pour l'Europe plus 0,03%. Donc c'est très intéressant, mais moi je ne suis pas tout à fait sûre que, alors que en Europe, dans l'Europe tout entière, moi je reviens d'Hambourg, les affiches étaient là aussi, les manifestations avaient lieu aussi, les peuples qui se lèvent pour dire ce traité n'a pas notre soutien, que ce plus 0,03% ne puisse le justifier. Et puis attendez, vous venez de terminer, deuxième chiffre. J'ai apporté l'étude ici parce que c'est une nouvelle étude dont je viens d'avoir connaissance, qui chiffre, on a dit qu'on attendait je vais vous le dire, on a dit qu'on attendait de la création d'emplois. Ceci est une étude de la Tufts University à Medford en Massachusetts. Donc c'est une étude des États-Unis dans une école d'éducation pédagogique qui est recommandée. Oui. Voilà. Et ceci chiffre la perte d'emploi à moins de 170 000 donc c'est non. emplois. Donc c'est non. Dont c'est non. 204 000. C'est non. Et donc c'est non. C'est non. Au moins c'est clair. Je suis désolé, on en reparlera, évidemment, parce que ça ne va pas se régler comme ça simplement. Il y aura, je suppose, encore d'autres études plus précises. Non, je suis désolé, on va devoir passer à notre dernier sujet. Sinon, c'est dommage, on ne parlerait pas de mobilité. Et je suis sûr que vous avez des choses à dire, Armand de Decker, sur les cartes de stationnement à Uccle, notamment. Mais on va d'abord parler. On va d'abord parler du métro. Et je voudrais donner la parole à Salma Awash sur ces... On a fêté les 40 ans du métro cette semaine, c'était un grand événement. On a revu des images, comment on rêvait le métro en 76. Et ce métro, il faut bien dire, aujourd'hui, c'est pas tellement le métro qu'on rêvait il y a 40 ans, mais peut-être que d'ici 2025, 2030, ce sera encore merveilleux. Ça vous inspire quoi, ces remarques? Ça m'inspire, mais après, c'est vrai qu'on va aller sur des questions de mobilité. C'est vrai qu'à Bruxelles, on a le métro. On l'a pas partout en Belgique. On n'a pas beaucoup. De métro. C'est parce qu'on ne l'a pas Uccle. Qu'il aille jusqu'à Uccle, ça serait bien, mais ça c'était une parenthèse. Qu'il aille jusqu'à Uccle, c'était une très bonne idée à l'époque et ça sera toujours. Ça l'est toujours. Mais ce qui me marque quand même, c'est que je trouve, par rapport par exemple à une ville comme Paris, que l'usage du métro ou des transports en commun n'est pas vraiment culturellement dans le quotidien comme quelque chose de lifestyle. Pour une Parisienne ou un Parisien, prendre le métro, c'est bien.
prendre la voiture, c'est pas bien. Je vais résoudre ça de manière très binaire, mais c'est un acte engagé. Je suis parisienne, je prends le métro même avec mes talons, je marche, ça fait partie de la vie. On peut passer... Ça va surtout plus vite. Mais chez nous aussi, ça irait plus vite. Non, c'est pas le cas. Il y a des moments où quand on traverse la ville, on devrait prendre les transports en commun, mais on n'a pas ce réflexe. Donc, on rêverait que ce soit le lien entre tous les quartiers et qu'on circule bien, que ce soit un élément culturel, lifestyle, dans la vie d'un Bruxellois, c'est de prendre le métro. Alors, si les Uclois veulent le métro, ça veut dire que c'est lifestyle quand même. Mais exactement, c'est que c'est une tendance. Voilà, une tendance forte. Même Coxal. Non, mais je voulais dire, moi je veux bien que le métro soit lifestyle et tendance, mais il faut quand même changer un peu l'aspect du métro. Et on a changé, justement, j'ai vu le métro Arlois par exemple, rénové, etc. est magnifique. Le métro Schumann est magnifique. Le nouveau style qu'on y apporte, surtout l'odeur dans le métro aussi, quoi. Et avec les rénovations. Et si on avait un peu plus de civilité, effectivement, entre les passagers, ce serait génial et ce serait lifestyle. Catherine Moreau, pro-métro ? Oui, totalement. Je pense que c'est vraiment un projet sans cesse renouvelé, dont la ville a toujours besoin aujourd'hui. Et donc, vous citiez que Uccle n'avait pas pu avoir le métro par le passé, mais c'est parce que les commerçants, je pense, Monsieur De Decker le dira mieux que moi, je crois, voilà, de la... Donc, Bruxelles, c'est tout petit, c'est ce qu'on peut comprendre. Mais en tout cas, non, à cette époque-là, j'étais pas encore là, parce qu'à cette époque-là, j'étais même pas née quand les commerçants d'Uccle ont refusé de voir la chaussée d'Alsomberg C'était plus que les commerçants, c'était Et- aussi les habitants, parce qu'à l'époque, pour faire un métro, maintenant, on creuse On en faisait souterrain, on faisait les tranchées, voilà, tout et à les fait. rues étaient ouvertes Tout à pendant fait. des années. Voilà. Et les Uclois, à Ils ont l'époque, ne ouvert voulaient les pas rues, ça. mais non. N'ont pas voulu ça. C'est différent Ils de... n'ont pas voulu ça, mais ils ont quand même Mais eu pour donc des travaux. aujourd'hui, c'est certainement un moyen de locomotion que Bien tout le monde sûr. demande, qui est apprécié pour sa rapidité. Et moi, peut-être là, je dénote par rapport à ce que vous dites. Moi, je trouve que le métro bruxellois, il est déjà assez confortable. Son gros point faible, c'est le maillage. Que vous alliez à Moscou, à Paris ou à Londres ou à New York, vous avez un maillage qui est infiniment plus... Enfin, à Moscou, en 2 changements, vous êtes partout. Absolument partout dans la ville. Et c'est une ville beaucoup plus étendue que la Et nôtre. quelle station Nous, de métro? oui. Staline y avait... Bon, je sais, Ne me poussez pas par là. En tout cas, on se souviendra que le modèle de métro pour Catherine Moreau et pour Armand De Decker, c'est Moscou. Alors, on reste dans la mobilité avec le parking et le stationnement, Armand De Decker. Cette semaine, on a vu, depuis quelques jours plutôt, les enseignants non-uclois qui se plaignaient du coût de la carte de stationnement. Pressé par ces manifestants, la commune d'Uccle a un peu revu sa copie sur la carte de stationnement, a décidé de diminuer le plafond de la carte de stationnement, de 900 € à 600 €, de faire quelques adaptations. Mais finalement, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas donner de dérogation, comme ça se fait dans d'autres communes où on accepte que l'administration ne paye pas, Je vais vous dire que ou les infirmières. C'est Uccle qui avait raison, parce que il se fait que le 31 août 2016, le Conseil d'État a rendu son avis sur l'arrêté de mise en œuvre de l'ordonnance bruxelloise sur le parking. Et en fait, le Conseil d'État explique qu'on ne peut pas faire de différence entre les travailleurs. Et donc la carte d'enseignant va disparaître. Parce que Donc à Scarbeck, ils vont payer 600 € comme tout le monde. C'est important de le savoir, ça. je ne sais pas comment eux vont le régler, mais d'abord, ce n'est pas 600 € pour tout le monde. Hein. Oui, il faut voir comment ça marche. Les premières cartes sont ne rentrons pas dans le détail. Armand Oui, De mais Decker, c'est ça important, mène à mais quoi? l'élément... Ça mène à des coûts moyens par mois d'environ 30-35 €. Bien sûr. Oui, mais l'élément dont vous venez de nous parler là, est un élément important. Ça veut dire que dans les autres communes, ils vont devoir revoir leur copie en fonction de cet avis du Conseil d'État. Oui. À cause Non, parce qu'on n'était pas concerné. C'est le Conseil d'État a pris l'arrêté du gouvernement, l'a examiné et donne son avis. Voilà, et demande. Donc c'est un avis donné au gouvernement bruxellois. Exactement. En fait, c'est ça. Bon, on aura très certainement l'occasion de reparler de cette bombe que vient de nous servir sur la table Armand De Decker. Et on va passer, parce que c'est l'heure déjà, au coup de cœur. On va commencer par le coup de cœur de Mehmet Coxal. C'est un coup de cœur corporatiste. Mais oui, un peu de déontologie. Mais en fait, ça me fait pas de mal, un peu de déontologie. Oui, je viens avec des recommandations du Conseil de déontologie journalistique pour l'information relative aux personnes étrangères ou d'origine étrangère. Et en fait, ça a été écrit par Jean-Jacques Jespers et Pierre
Arnaud, enfin je sais plus le deuxième auteur maintenant. Peu importe. Mais en fait, je voulais. C'est un lexique qui donne des conseils aux journalistes sur quand est-ce qu'il faut citer le nom et l'origine des personnes, surtout l'âge, le sexe, etc. Alors il y a aussi, surtout, c'est ça qui est intéressant dans ce lexique, dans ces recommandations, il y a un lexique avec des mots clés que les journalistes utilisent souvent, et donc on oublie souvent la définition, l'origine ou le bon usage. Évidemment, je vais terminer avec une petite lecture sur le mot, par exemple, excision, pour rester dans le thème pornographique avec lequel on a ouvert cette émission. Donc, resection du capuchon clitoridien ou ablation du clitoris et ou parfois des petites lèvres de la vulve. Enfin, ils expliquent vraiment en détail comment et dans quel contexte on peut utiliser... Est-ce qu'on a bien parlé du penis gate alors cette semaine? Est-ce qu'on était bien dans les clous? Je voulais refermer justement avec, dans le même genre, avec un mot imposé. Merci. Salma Ouach, très rapidement, votre coup de cœur théâtral. Le théâtre, je trouve qu'on n'a pas assez de théâtre à Bruxelles. On n'a pas assez... C'est très lifestyle. Voilà, c'est très... Non, mais le théâtre, c'est vraiment important. Ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de voilà, l'éducation au sens large. Et là, il y a une pièce au TTO où j'aime... où il y a souvent des pièces très drôles. Et là, c'est drôle, mais en même temps, il y a des messages. C'est facile à regarder, ça fait du bien. C'est Véronique Gallo, qu'on connaissait via ses capsules, qui est une humoriste belge et écrivain, et qui faisait des petites capsules vidéo sur sa vie de mère, et qu'on retrouve sur scène jusqu'au 9 octobre. Et ça s'appelle « Chacun sa place ». Et c'est très agréable. Vie de mère, jeu de mots. Hein. Vie de mère, voilà. Michel Gueud, à votre tour, un livre. Un roman policier de Donato Carissi. Ça se passe dans un petit patelin perdu. Il y a une jeune fille qui disparaît. Est-ce qu'elle a fugué? Est-ce qu'elle a été enlevée? Est-ce qu'elle a été assassinée? Les super flics arrivent et derrière eux, la presse et la télévision. Et au-delà de l'histoire policière, c'est un livre qui démonte très très finement, vraiment au scalpel, la manière dont tous les acteurs du théâtre judiciaire, les policiers, les juges, les victimes, les accusés, utilisent les médias pour défendre leurs intérêts. Ça me dit quelque chose, ça. Voilà. Je sens qu'on va parler du procès Westphal la semaine prochaine. Et je trouve qu'effectivement, et inversement, comment les médias bloquent chacun des acteurs dans un rôle, le méchant, le héros, la victime. Et je crois effectivement que ce sera très utile à ceux qui s'intéressent au procès Westphal. Très bien. Alors, le petit dernier avec des petits Belges et Marcel. Oui, est-ce que vous êtes un petit Belge sur la montagne? Pas encore. Voilà. Alors, donc, ça m'a amusé. En plus, ce sont il y a des copains dans l'organisation, donc hein, on va être clair. L'idée, c'est les petits Belges sur la montagne. En fait, c'est simplement une expo de 10 jeunes ou un peu moins jeunes artistes belges, donc, qui se fait au Mont des Arts, qui est dans un endroit tout à fait magique. C'est-à-dire le bâtiment qui est tout en bas du Mont des Arts, que personne ne connaît, mais qui à l'intérieur est assez extraordinaire. C'est entre Tchernobyl et le palais du Cinquantenaire. Et voilà, ça s'appelle 10 petits Belges sur la montagne, et c'est à partir, je crois, du 8 octobre. On a encore le temps pour y aller. Parfait, merci Marcel. Rapidement, en une phrase, si vous avez un petit conseil à donner culturel dans vos communes, Catherine Moreau. Ah ben moi, je serai aujourd'hui samedi et demain dimanche à la braderie de la Queue de Vache, qui est là depuis 24 ans et qui amuse le quartier, et qui était toujours aussi joyeuse et agréable. Voilà. Et vous, Armand de Decker? Le Centre culturel du Clétret a une programmation extraordinaire. Il se passe tous les jours. Vous êtes très proche de ce centre culturel. Oui, très proche, oui, c'est exact. Merci donc à nos invités, merci à nos experts et pour votre participation à tous. À la semaine prochaine, bon week-end.